Bonsoir à toutes et à tous. Donc un rapide tour pour voir les chiffres clés de la transmission ainsi que ses enjeux. Alors tout d'abord, l'enjeu national, on a un parc de 80 000 entreprises patrimoniales en France. La moitié d'entre elles sont animées par des dirigeants qui ont plus de 50 ans et on peut considérer que la transmission concerne 40 000 d'entre elles qui représentent 1 235 000 emplois. Et si on ne fait rien, eh bien c'est 400 000 emplois qui vont disparaître, puisqu'on va s'apercevoir que la transmission est aussi donc une phase à risque dans la vie de l'entreprise. Quelque part, depuis 1991, l'école des managers donc, a beaucoup œuvré dans la transmission d'entreprise. Simplement, le leitmotiv que nous avons, nous, c'est de dire faisons en sorte que cette transmission ne soit pas vécue comme un poids, comme un traumatisme, mais au contraire comme une opportunité de développement. Parce qu'on s'appuie sur un patrimoine consolidé par une ou plusieurs générations. Deuxièmement, c'est une phase qui est perméable au changement. Et nous avons souvent un repreneur pour qui c'est un nouveau départ, une créativité. Et si on sait lui donner un projet pour l'entreprise qu'il reprend, eh bien là, on est sûr de faire un développement économique rapide. Alors bien sûr, il y a des conditions. Ça veut dire au départ préparer le célan, avec surtout cette problématique d'enjeux humains. C'est préparer l'entreprise et puis former le dirigeant au métier de chef d'entreprise. Alors sur le processus de la transmission, qui est un processus très complexe, je crois qu'il y a 3 mots vraiment qu'il faut mémoriser. Le premier, c'est anticiper. Je crois qu'il faut entre 5 et 10 ans pour mettre en place un système de succession qui soit cohérent. Et on s'aperçoit que les transmissions tardives sont les plus risquées. Deuxième chose, ça doit être un acte de gestion, comme un autre dans la vie d'entreprise. Même si effectivement le chef d'entreprise ne va le vivre qu'une fois, malgré tout, il faut prendre ce processus avec rigueur, avec méthodologie. Et puis, dernier lieu, eh bien, il faut être accompagné. Accompagné par des experts qui vont effectivement permettre d'apporter chacun leur technicité. Le processus est en plusieurs phases. Le premier va être de se préparer à transmettre. Donc là, on touche directement à la volonté du dirigeant. Pour un dirigeant, c'est vrai, partir, c'est mourir. C'est son bébé, c'est son œuvre. Il a tout donné pour son entreprise. Donc comment imaginer de mettre en place un processus qui vise à se séparer de ceux pour lesquels on a donné toute sa vie? Je crois que là aussi, il y a l'après-transmission. Y a-t-il un projet de vie pour le chef d'entreprise? Est-ce qu'il est prêt à accepter de perdre son statut de chef d'entreprise? Enfin, voilà les nombreuses questions qui sont élaborées avant d'aller plus loin. Ensuite, traditionnellement, bien sûr, on va établir un diagnostic d'entreprise pour évaluer les points faibles de façon à les effacer, pour s'appuyer sur les points forts. C'est également donc évaluer l'entreprise pour déterminer donc un prix qui va nous permettre de négocier. Et une fois que ces questions ont été posées, eh bien, on va se dire à qui transmettre. Si la transmission est interne, je crois que l'école des managers est une très bonne réponse par rapport à ces entreprises. Sinon, eh bien, il va falloir organiser le marché parce qu'aujourd'hui, le marché de la reprise d'entreprise par un tiers n'est absolument pas structuré. Enfin, les 2 dernières questions, comment transmettre, quand transmettre, pour arriver donc à cette phase de négociation. Et puis après, derrière, élaborer bien sûr le plan de cession avec les aspects techniques, juridiques, fiscaux et financiers. Voilà donc le processus complet d'une transmission d'entreprise. Voilà, alors, quelques mots pour vous expliquer, je dirais, ce que l'école des managers fait depuis 1991. Son but principal, c'est de faciliter ce processus d'entreprise familiale et surtout de faire que cette transmission soit vécue comme une opportunité de développement. Alors, le cycle école des managers, sans rentrer dans un détail, mais je crois que l'objectif, il est là. On va partir de jeunes repreneurs qui sont plutôt des techniciens et on voudrait donc les amener aux compétences d'un dirigeant. Pour nous, un dirigeant, c'est un pilote d'abord, qui gère avec rigueur son entreprise. C'est un stratège qui est capable d'anticiper et d'adapter l'entreprise aux mutations nombreuses du marché et de l'environnement. Et puis, c'est également un manager, c'est-à-dire celui qui va entraîner ses équipes à faire en sorte qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes pour faire toujours mieux, plus vite et moins cher. Donc, pour ce faire, on a un cycle en 3 phases, 3 mois, où à raison de tous les vendredis, tous les samedis, ces repreneurs vont venir acquérir les compétences de la culture de base d'un chef d'entreprise. Une deuxième étape qui va les amener à faire un état des lieux complet de l'entreprise qu'ils vont reprendre, pour identifier les points forts et les points faibles, les menaces et les opportunités en termes de marché et d'environnement, définir donc bien sûr tous les facteurs clés de succès pour l'avenir et élaborer les scénarios possibles en termes de stratégie. Et puis comme le chef d'entreprise est un homme d'action, eh bien on va consacrer 8 mois où effectivement là on va pouvoir agir concrètement dans chacune des entreprises. Donc on est vraiment sur une logique, si vous voulez, de culture de dirigeants, faire un état des lieux et puis définir un projet stratégique où effectivement l'avenir est balisé. Et puis c'est la force d'un réseau national, puisqu'aujourd'hui nous sommes 26 écoles des managers. Voilà un petit peu le réseau donc, national, qui est un réseau qui a connu une expansion très forte, avec encore de nombreux projets en cours. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Je vais passer la parole donc à Marc,
pour la suite de cette conférence. Alors, je suis vraiment particulièrement content, en effet, de revenir ici à Besançon. On était venu, je crois, il y a 2 ans ou 2 ans et demi sur le thème des coulisses d'une négociation. On revient ce soir sur ce très beau thème de la transmission interne. Un thème, j'ai envie de dire, assez paradoxal, puisque c'est le mode de transmission a priori le plus naturel, le successeur, il est dans l'entreprise. C'est le mode de transmission, tout le monde s'accorde à le dire, le moins risqué, notamment chez Oseo, où on suit ça de très près. Et donc c'est là où il y a le moins de casse après transmission. Et pourtant, force est de constater que nos chefs d'entreprise n'ont pas pour premier réflexe de regarder d'abord à l'intérieur, mais plutôt de passer des mois à rechercher un repreneur à l'extérieur. Et puis, bien souvent, ou en tout cas, dans certains cas, ils s'aperçoivent que leur successeur, il est dans le bureau d'à côté. C'est ça qui, quand même, est assez paradoxal. Alors, je force le trait, on va voir que, bien évidemment, l'une des principales raisons, elle est à rechercher du côté de la dimension humaine et psychologique, notamment chez le cédant. On verra qu'il y a encore pas mal de freins psychologiques qui pèsent. Mais, globalement, j'ai envie de dire qu'on est aujourd'hui dans un contexte plutôt vertueux s'agissant de la transmission interne. J'en veux pour exemple notamment la transmission familiale qui est redevenue possible en France tout simplement depuis 4 ans. Il y a eu une véritable révolution au plan de la fiscalité sur la transmission familiale en France qui fait qu'aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, il y a un frottement fiscal qui est quasi nul, en tout cas extrêmement marginal, s'agissant de la transmission familiale. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on le verra tout à l'heure d'ailleurs avec notamment le banquier présent à cette tribune, il existe tout un tas de solutions financières, bancaires, pour permettre à un cadre ou à des cadres salariés, donc pas fortunés, forcément en tout cas, pour leur permettre de devenir majoritaires au capital de l'entreprise, de la PME dans laquelle ils travaillent. Voilà, tout ça c'est au chapitre des points positifs. Reste en effet, je le disais tout à l'heure, un contexte psychologique humain, et c'est par cette partie que l'on va commencer, qui reste plus délicat à gérer. Je vous présente donc rapidement nos partenaires experts qui vont se livrer à une sorte de jeu de rôle ce soir pour mieux vous faire toucher du doigt toutes ces dimensions psychologiques, humaines, juridiques, fiscales et financières. Olivier Dumerle, on va dire que Olivier Dumerle, qui est le fondateur de HRI, lui est un petit peu le spécialiste de l'accompagnement humain de la transmission d'entreprise et de ce type de transmission en particulier. Il est l'auteur de Cerveau, Communication et Management et il est surtout, s'agissant de notre conférence de ce soir, il est promoteur d'un test Radar Entrepreneur qui permet d'évaluer le potentiel entrepreneurial d'un cadre salarié qui s'apprête, ou en tout cas qui envisage de reprendre une entreprise. On verra, c'est très intéressant. À sa gauche, Christophe Clerc, un expert comptable présent à cette tribune. Il intervient ce soir, il représente donc le cabinet Exco-Secafi, qui est un cabinet donc membre du réseau Exco, couvre tous les 4 départements, je crois, de Franche-Comté. Christophe, près de 200 personnes, et puis un réseau donc présent dans toute la France, le réseau Exco, à travers 25 cabinets. Alors, un juriste, puisque je parlais de l'environnement juridique et fiscal qui entoure la transmission interne, un juriste émérite à cette tribune, en la personne d'Alexandre Sutter, qui représente, lui, un grand nom
parmi les cabinets d'avocats d'affaires, Fidal. Fidal qui est présent dans, je crois, une centaine, un cabinet d'avocats d'affaires de proximité, comme l'on dit, présent dans une centaine de villes en France, et en tout cas présent et bien présent en Franche-Comté. Et Alexandre, je crois que vous êtes basé ici même à Besançon. Alors, au centre, eh bien, un grand témoin, parce qu'à côté de nos experts, il était important aussi d'avoir le témoignage de quelqu'un qui est passé par là. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir un chef d'entreprise, 39 ans, qui a repris, je crois, il y a maintenant 5 ou 6 ans, l'affaire familiale, Orchestral Service, une affaire familiale créée par son papa en 1969, lui étant né, je crois, une année plus tôt. Thierry Pétaman, donc, qui est aujourd'hui le dirigeant et principal actionnaire, ou seul actionnaire d'ailleurs, d'Orchestral Service. Et puis, donc, à la gauche de cette tribune, un financier et un banquier, parce que, eh bien, à un moment donné, il faut pouvoir évidemment financer ce type de reprise. Alors, on verra d'une part avec Christian Dargoubet et Jérôme Lacaille, eh bien, comment les choses se passent. Christian Dargoubet, tout d'abord, eh bien, c'est l'un des directeurs associés d'EPF Partners. EPF Partners, c'est un fonds de capital développement et de capital transmission. C'est donc aujourd'hui un investisseur en capital. Il joue, ces investisseurs en capital, un rôle très important aujourd'hui dans la recomposition du capitalisme familial. Je crois que chez EPF Partners, Christian, c'est une vingtaine donc, de participations au capital de PME. Et en tout cas, une vraie spécialité, c'est d'accompagner des entreprises familiales dont EPF connaît bien la culture et dont elle connaît bien les préoccupations de ses dirigeants. Et puis, un banquier, Jérôme Lacaille est membre du directoire de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. C'est un de ses collaborateurs qui devait être à la tribune. Il est souffrant depuis ce week-end. Voilà. Et donc, eh bien, Jérôme Lacaille a accepté vraiment au pied levé de le remplacer. Donc, un grand merci à vous, Jérôme Lacaille. Vous intervenez bien entendu en capital développement au travers, je le précise, de GCE Capital, qui est le véhicule qui vous permet de prendre des participations. Vous intervenez bien sûr, vous reviendrez largement là-dessus ce soir, au travers de dette senior, comme l'on dit, dans le cadre de montage LBO, c'est-à-dire de montage financier à effet de levier, environ 1 millier de clients, de PME clientes, donc des entreprises qui réalisent entre 750 000 euros, donc des petites affaires, jusqu'à une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà pour ce qui est donc de nos intervenants de ce soir. Christophe, qu'est-ce qu'il faut comment est-ce qu'on peut synthétiser en tout cas les forces en présence? Alors, il est clair, ne l'oublions pas, que transmission interne, avant tout, c'est une transmission d'entreprise. Avec au milieu de cette opération des histoires d'hommes, des histoires de femmes, qui sont des histoires de cédants, avec des décisions qui relèvent à la fois de la sphère du domaine individuel et à la fois de la sphère du domaine... L'image est arrivée pendant que vous parliez, c'est formidable, Christophe. De chef d'entreprise. Quand cela relève de la sphère du chef d'entreprise, le chef d'entreprise a une responsabilité. Cette responsabilité-là, c'est de s'assurer de la pérennité et du développement de l'activité. Et cela a été dit tout à l'heure, en cela, la préparation de l'acte de transmission est un vrai acte de gestion, c'est un acte de chef d'entreprise. Et donc, pour s'assurer de la pérennité et du développement de l'activité, dans le cadre de l'opération de transmission, il devra s'assurer notamment des habiletés du futur management et d'autre part de préserver les capacités financières de l'entreprise. Ce qui relève du caractère individuel est plus dans la sphère aussi du subjectif ou de parfois l'irrationnel d'ailleurs. Le cédant doit rester en phase avec ses aspirations personnelles. La transmission, et d'autant plus quand c'est en interne, revêt, et là aussi cela a été maintes fois dit, un côté affectif très important. Qu'elle soit filiale, voire quasi-filiale, quand c'est par exemple un manager
que l'on a embauché, que l'on a aidé à grandir, à faire évoluer, pour qu'il soit ensuite potentiellement capable de reprendre l'affaire. Se pose aussi quelque chose de très personnel, un rapport à l'argent, la valorisation du capital. J'ai travaillé toute une vie et j'estime, ou je crois devoir estimer, que le travail fourni me donne droit à un certain pécule. Est-ce que dans le cadre de la cession interne, je vais valoriser au mieux ce patrimoine-là? Et puis, il y a ma situation personnelle en tant que cédant. Que vais-je faire après la cession? Donc, avant tout, une transmission, une histoire d'homme, de femme, où je relève à la fois de la sphère de l'individu, et de l'individu pris dans son environnement et dans son contexte familial, et à la fois en tant que chef d'entreprise, où là, par contre, je dois être dans le rationnel. L'entreprise doit continuer à se développer, à croître et à préserver l'emploi. Alors, ça, en effet, ce sont les fondamentaux qui vont être examinés par notre chef d'entreprise dès lors qu'il va commencer à réfléchir, en effet, à la transmission de son entreprise. Alors, s'agissant de cette transmission interne, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le principal avantage, c'est qu'en transmettant à quelqu'un qui est dans l'entreprise, peu importe que ce soit un enfant ou un cadre, eh bien, c'est de cette façon qu'on va éviter le plus grand traumatisme à l'entreprise et que les choses vont se faire le plus, en tout cas, dans la continuité. Voilà. Le gros avantage, à la fois pour les acteurs internes et les acteurs externes, c'est la continuité et la pérennité. C'est-à-dire que concrètement, si la transmission en interne a été d'une part correctement préparée et d'autre part qu'elle apparaît comme légitime, ce ne sera ni une surprise pour les salariés, pour les tiers extérieurs, notamment les clients, et au contraire l'occasion d'une nouvelle impulsion. Un premier jeu de questions, c'est comment concilier les équilibres affectifs et patrimoniaux. C'est-à-dire que dans le cas d'une cession notamment familiale, en présence de plusieurs héritiers, dont seulement peut-être une partie a vocation à rester dans l'affaire, comment je participe notamment au désintéressement des uns et des autres. Ça relève aussi dans cette sphère-là des difficultés liées à l'actionnariat familial composite. On rencontre souvent le cas d'entreprises qui, par exemple, ont été créées par deux frères. Et vient la deuxième génération, on est entre cousins, tout le monde ne participe pas et n'a pas l'envergure pour participer à même hauteur dans le développement futur de l'entreprise. Comment je gère ça au regard des équilibres familiaux? Et ça pose derrière aussi des questions sur les approches de valorisation du patrimoine et donc des notions un peu plus patrimoniales et juridiques. Et notamment le désintéressement des héritiers non repreneurs. Sachant qu'il y a quand même une particularité qu'il ne faut jamais oublier, c'est que deux particularités que je tiens à souligner fort de l'expérience. C'est d'une part, une entreprise est un actif risqué. Donc ce n'est pas la même chose de recevoir en héritage un appartement que l'on va pouvoir louer ou une entreprise. Et d'autre part, de la contribution à la création de valeur de cette entreprise-là. Quand vous avez quelqu'un qui est présent dans l'entreprise, comme c'était le cas de Thierry depuis une dizaine d'années, qu'il a contribué au développement de l'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui je vais lui vendre l'entreprise beaucoup plus cher, alors que c'est lui qui a aidé aussi au développement là? La deuxième sphère de questions que l'on peut se poser, c'est la transmission est-elle subie ou est-elle choisie? Et la première point, c'est qui en est l'initiateur? Est-ce par exemple le père? Qui doit dire le premier? En effet, c'est une bonne question. Qui doit dire ou ne pas dire au cas particulier? Vous avez par exemple le père qui, pour lui, tout naturellement, ayant reçu l'entreprise peut-être de son père, voire de son grand-père, voit tout naturellement son fils reprendre l'entreprise. Et peut-être parce que aussi le fils a fait des écoles d'ingénieur, parce que contraint ou forcé, et finalement c'est pas du tout sa vocation. On se retrouve à multiples occasions où au moment de la transmission, c'est le fils qui reprend, puis au bout de 2 ans il dit non, c'est pas ça que je veux faire, mais ça n'a jamais été ça que j'ai voulu faire. Ça pose un problème, c'est que en fait l'échec de la transmission,
il aurait pu être évité depuis plus longue date. Et puis il y a des enfants aussi qui attendent que le père se manifeste et lui disent bah, tiens mon fils, et puis en fait il n'y a rien qui vient aussi. Il y a aussi ce cas-là. Voilà, et nous aurons la notion de tuer le père. Mais nous avons aussi le cas je l'ai rencontré à quelques occasions, où les fils n'ont jamais été partie prenante dans l'entreprise, ne s'y sont intéressés que de manière très lointaine. Puis le jour où le père veut céder l'entreprise, ils se rendent compte que ça vaut un petit peu des sous, que ça a un certain intérêt, éventuellement un statut social, un salaire, une voiture de fonction, et qui se disent, parce qu'eux-mêmes n'ont pas forcément trouvé leur voie, papa, je veux reprendre l'entreprise. Et pareil, on ne s'y est pas préparé. Donc on voit que tout cas de figure peut intervenir, et je reviens toujours sur cette notion, c'est un acte de gestion, il faut s'y être préparé. Moi je voudrais peut-être le point de vue là, de Jérôme Lacaille, tiens, le banquier, parce que c'est vrai que lui aussi, il regarde ce moment de la transmission. On parlait tout à l'heure en effet de risques minimisés en cas de transmission interne. Tout d'abord, je tiens à dire que le banquier, il a au moins autant d'espoir que d'appréhension. C'est un premier point. En tout cas, pour ce qui concerne la caisse d'épargne, c'est bien comme ça que nous entendons approcher le sujet. Deuxièmement, c'est une existence qui se joue, c'est une vie professionnelle qui se joue. Et je crois que le premier devoir du banquier, c'est d'avoir beaucoup de respect et d'attention pour cela. Alors, beaucoup de respect et d'attention, pourquoi ? Pour aider le chef d'entreprise à se poser les bonnes questions face à ce projet qui est un peu anxiogène. Vous disiez pour le banquier, mais j'allais dire que l'anxiété du banquier, elle n'est pas grand-chose par rapport à l'anxiété légitime que peut avoir et le cédant et le repreneur par rapport à ce moment très important de l'existence de son entreprise. Et c'est ça aussi que le banquier doit pouvoir bien réaliser. Le second aspect capital, c'est l'aspect économique, parce que quelque part, une transmission d'entreprise, c'est un projet, c'est un pari sur l'avenir. C'est une vision de l'avenir. Une vision du côté du cédant, car c'est de sa vision de l'avenir que dépend la valorisation qu'il fera de son entreprise, et un pari sur l'avenir également pour le repreneur, pour une raison tout à fait évidente, qui est que dans bien des cas, et pour pouvoir limiter son apport personnel, eh bien, la principale source de financement de la reprise d'entreprise dépendra des prévisions que l'on peut faire sur le résultat que générera à l'avenir la dite entreprise. Et puis, troisième aspect de la reprise d'entreprise, c'est l'aspect financier au sens large du terme. Je pense que c'est le moment là de demander à Thierry Pétaman, lui, comment ça s'est passé pour lui. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait en effet de savoir d'où vient l'étincelle. Est-ce que c'est le père qui, un beau jour, demande à son fils de venir dans son bureau pour lui dire, voilà, il est peut-être temps de... j'ai pensé à toi. Ou bien, comment ça s'est passé, Thierry Pétaman, s'agissant de votre cas? J'avais rejoint, moi, effectivement, l'entreprise... un peu 10 ans plus tôt, je crois. Voilà, il y a une quinzaine d'années, il y a 16 ans maintenant que j'avais rejoint l'entreprise familiale. C'est vrai qu'on parle du côté humain. Donc, je suis fils de chef d'entreprise. L'entreprise créée en 1969, je suis de 1968, donc j'ai baigné dedans. À ce moment-là, on est très rebelle. On ne veut pas reprendre l'entreprise familiale. Parce qu'on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Bien sûr. Et puis qu'on a envie... Il faut aller se faire les dents ailleurs. Voilà, et puis on a effectivement notre caractère, on a du charisme, mais à un moment donné, on ne veut pas être l'ombre de son papa. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je suis parti ailleurs. Je me suis rendu compte que l'herbe n'était pas plus verte, finalement. Et donc j'ai rejoint l'entreprise il y a 16 ans. Et quand j'ai rejoint l'entreprise il y a à peu près 16 ans, on avait déjà, avec mon père, discuté sur ce sujet-là, de se dire, tu sais, moi, un jour, je céderai l'entreprise. Et puis si tu en es capable, je te la céderai si tu en as envie, quoi. Il y avait un pacte tacite. Oui, je pense que quand on en parle de loin, c'est assez facile. On ne parle pas encore d'argent, on parle de projets. Les projets, on est toujours d'accord sur les projets. Et mon père avait la crainte de me céder une bombe à retardement.
Lui, c'était vraiment sa grosse crainte de dire, moi, si je te cède l'entreprise, puis que derrière, tu as plein de problèmes, je m'en voudrais parce que finalement, je t'aurais cédé quelque chose qui aujourd'hui t'ennuie et te cause de gros soucis, quoi. Et il a fallu à un moment donné que je lui montre que je serais capable et que je lui ai dit, tu seras fier de moi parce que je mettrai tout ce qu'il faut pour réussir. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, ok, bon, ben, j'ai vraiment tout fait pour essayer de te dégoûter, ça marche pas, bon, on y va, quoi. Donc, voilà. Alexandre Sutter, vous, en tant qu'avocat, vous êtes un petit peu, je dirais, dans le confessionnal. En tout cas, vous participez de la réflexion avec ces cédants, ces chefs d'entreprise qui sont à la tête, en effet, d'affaires familiales depuis 1, 2 ou 3 générations. Est-ce que ça fait partie, cet allotissement des différents enfants, est-ce que ça fait partie des premiers points qu'il faut traiter ? Évidemment. Le chef d'entreprise sait quels sont les enfants qui sont susceptibles, même s'ils travaillent dans l'entreprise, d'en assumer le management ou la direction générale. Et lorsqu'on s'achemine sur une transmission pour partie ou en totalité à titre gratuit, donc par le biais de donations, le souci primordial du chef d'entreprise en général est de permettre d'assurer l'équité entre ses enfants. Tout en étant conscient d'ailleurs, et je suis en train de le vivre dans une opération de restructuration patrimoniale actuellement, de transmission, tout en étant bien conscient que la valeur d'une société est soumise à un très fort aléa. Le chef d'entreprise est conscient que donner des titres sociaux, que ce soit des parts sociales ou des actions à l'un de ses enfants, ça n'est pas lui donner un immeuble au centre de Paris, qui ne pourra faire qu'une chose, a priori, c'est prendre de la valeur. Il est conscient du fait que la valorisation d'une entreprise, c'est quelque chose qui se cultive et qui doit être confronté, bien évidemment, au marché et à l'environnement économique. Alors, il y a un certain nombre d'outils, bien entendu, qui permettent de donner satisfaction au chef d'entreprise, c'est-à-dire lui permettre de respecter une certaine équité dans l'allotissement de chacun de ses enfants, en fonction de ses compétences, et notamment de donner à un ou deux de ses enfants le patrimoine professionnel, donc les titres sociaux, tout en prenant en compte, dans le cadre de ces allotissements, le risque industriel ou commercial particulier qui pèse sur l'entreprise. En d'autres termes, le chef d'entreprise nous demande souvent de prendre en compte ce risque pour allotir de manière un peu préférentielle le ou les enfants qui travaillent dans l'entreprise. Moi, je voudrais peut-être que Christian Dargoubet là, nous dise un mot d'un autre contexte qui est celui, bon là on vient de plus d'évoquer la transmission au sein de la famille, qui est là l'idée de transmettre ou de céder à quelqu'un que l'on a recruté quelques années plus tôt. C'est un autre contexte, mais j'ai envie de dire que les blocages, ils peuvent être assez identiques. À quel comportement assistez-vous de la part de ces dirigeants fondateurs, Christian Dargoubet ? Mais ça suppose beaucoup de finesse et d'anticipation de la part de ces mêmes dirigeants, parce qu'effectivement, voir des dirigeants qui ont été capables d'anticiper, voire capables de reconnaître qu'au sein de la famille, il n'y avait pas de solution, c'est faire preuve de beaucoup de finesse et d'intelligence. Et je dois dire que tout à l'heure, je vous développerai un peu plus en détail le cas Lecarès, qui est une très belle affaire alsacienne dans laquelle on a investi il y a 18 mois. Et effectivement, c'est cette situation qu'on a vécue, c'est-à-dire une situation d'un groupe d'actionnaires assez dilué, puisque c'est une entreprise qui avait 50 ans d'âge, avec plusieurs générations qui commençaient à s'empiler en termes d'actionnaires. Et effectivement, le moment a été constaté par ces actionnaires qu'effectivement, l'héritier ou le manager qui devait reprendre la suite n'était pas dans la famille. Et donc, ils ont fait appel à un dirigeant qui venait d'horizons complètement différents en termes de secteur d'activité et de famille, bien évidemment, et qui a été donc coopté par cette vingtaine d'actionnaires familiaux avec 2 critères, 2 paramètres, c'est confiance et compétence, bien évidemment. Et puis, ça s'est passé il y a 10 ans. Et puis, cet homme s'est révélé absolument remarquable en termes de confiance et de compétence. Et c'est un homme qui, en 10 ans, a multiplié par 4 les chiffres de ce groupe. Et on est intervenu il y a 1 an et demi, je vous raconterai un peu plus en détail l'histoire. Sans déflorer, oui. On est intervenu justement pour trouver un schéma qui permette de conserver un caractère familial à cette entreprise,
faire en sorte que les actionnaires, entre guillemets, puissent respirer au capital de cette affaire. Et puis, ce qui commençait à devenir un peu frustrant pour le manager, qui avait quand même développé considérablement cette affaire, qu'il puisse être partie prenante au capital de cette affaire d'une façon beaucoup plus significative, et donc pouvoir profiter des fruits de son travail. Et donc, on a construit un schéma que je vous indiquerai tout à l'heure, qu'on appelle OBO, et qui est véritablement, je pense, une très très bonne solution à l'alternative qui est dans tout l'esprit des dirigeants de dire « je vends parce qu'il n'y a pas d'autre solution ». Des freins psychologiques, mais aussi, bien entendu, des avantages que le cédant va trouver à transmettre en interne. Alors, là, en effet, vous voyez un certain nombre d'avantages qui sont indiqués. Conserver un employeur au sein de la famille. C'est vrai que dans des entreprises familiales, il y a rarement une personne de la famille qui travaille. C'est plus souvent 2, 3, 4. Alors pour des plus grosses entreprises, il peut y avoir en effet un nombre important de membres de la famille qui, je dirais, vivent de cette entreprise. Est-ce que le fait de conserver un employeur au sein de la famille est un argument auquel les chefs d'entreprise sont sensibles? Je crois qu'un chef d'entreprise, légitimement, est heureux quand il trouve une solution de transmission interne. Quand un ou plusieurs de ses enfants, son épouse, travaillent dans l'entreprise et qu'il peut compter sur une solution de transmission interne qui permettra d'assurer la pérennité de l'entreprise et de ses emplois, je crois qu'évidemment, le chef d'entreprise ne peut qu'être content. Notre rôle est de faire en sorte que cette transmission puisse se faire de manière harmonieuse, en prenant en compte, évidemment, les intérêts du ou des enfants qui travaillent dans l'entreprise en fonction de leurs capacités propres. Il est très difficile d'assurer une transmission harmonieuse au sein de la famille au profit d'enfants qui n'ont pas tous les mêmes fonctions ou tous les mêmes capacités dans l'entreprise. On rencontre souvent une physionomie de famille que je vais qualifier de classique, avec un chef d'entreprise qui a 2, 3 ou 4 enfants, dont l'un travaille dans l'entreprise. Et bien évidemment, je le disais tout à l'heure, le souhait de ce dirigeant est de répartir son patrimoine entre ses enfants de manière égalitaire. Bon. Ça, c'est un souhait qui est parfaitement légitime et compréhensible. Quid de l'enfant qui travaille dans l'entreprise? Parce que si les enfants sont 4 et que le chef d'entreprise peut répartir les titres de sa société de manière égalitaire, il va falloir que celui qui y travaille n'ait que 25% du capital. Est-ce que l'avenir qu'on lui réserve, c'est de travailler à 75% de son temps pour ses frères et sœurs qui n'y travaillent pas? Et ça, c'est un aspect psychologique important qu'il faut prendre en compte au lancement de l'opération, au moment des premières réflexions sur l'opération, de telle manière que cette transmission égalitaire, si le dirigeant le souhaite, puisse se faire sans que le fils ou la fille qui travaille dans l'entreprise et qui est destiné à en reprendre la direction générale en pâtissent sur le plan financier dans le futur. Puisque le risque pour lui, bien entendu, c'est, grâce à son industrie, de faire progresser la valeur du titre et de devoir un jour indemniser ses frères et sœurs sur un supplément de valeur dont il sera, a priori, seul à l'origine. Hein ? Thierry Pétaman, pour faire court, là, s'agissant de votre histoire, comment ça s'est passé? En ce qui concerne mon papa, donc moi j'ai 2 sœurs qui ne travaillaient pas à l'époque dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui j'en ai une qui nous a rejoints. Pour moi, il était de toute façon pas question de partager. L'entreprise, je ne considère pas, moi, l'entreprise comme un héritage ou un patrimoine. Je considère cela comme un outil de travail. Donc, comme je l'avais dit à mon père dès le début, j'achète l'outil de travail. Et après, en termes de transmission et d'héritage, tu fais ce que tu veux, c'est ton argent. Mais pour moi, il était hors de question de partager le pouvoir. Je dirigeais seul ou pas du tout, quoi. Donc, les choses ont été assez claires avec mon père à ce sujet-là. Et mon père est parti très rapidement, je dirais officiellement très rapidement, c'était donné une date butoir. J'ai acheté 100% des parts et mon père donc a quitté, est parti en retraite directement. Olivier, vous avez mis vous au point, et c'est remarquable, hein, vous avez mis au point un test, une sorte de questionnaire
radar entrepreneur, qui permet justement, en posant des questions très précises, qui permet de mieux cerner, enfin même de cerner précisément la personnalité du candidat repreneur, et puis de lui dire, au travers d'une sorte de verdict, s'il a l'étoffe d'un repreneur. Alors, je dirais qu'effectivement, d'abord, la transmission d'entreprise, c'est une affaire d'hommes. Entre un cédant et un prétendant. Le problème, la préoccupation du cédant, elle est de choisir et de se poser, de répondre à un certain nombre de questions. Ces questions, c'est quand je vais transmettre à qui, le combien et le comment, c'est l'affaire des techniciens ou des financiers, etc. Au niveau du repreneur, je dirais que lui, il a comme préoccupation de s'imposer, et de s'imposer vis-à-vis du cédant comme la personne qui est capable d'assumer cette tâche. Il faut aussi qu'il s'impose vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs qu'il va avoir à gérer. Et donc de constituer une équipe qui soit relativement performante et fiable. Eh bien, en fait, compte tenu de ça, il faut que le repreneur, il se connaisse parfaitement lui-même. Alors, en fait, il y a un certain nombre de traits de personnalité qui ont été reconnus par tous les gens qui ont travaillé sur ce sujet comme des traits importants pour un entrepreneur. Et c'est tous les traits de personnalité qui sont en bleu ici. C'est-à-dire l'esprit de compétition, l'affirmation de soi, le goût du risque, être capable de prendre des risques, être capable de travailler de façon autonome, parce qu'en fait, au-dessus de lui, il n'y a personne. Donc c'est vraiment le décideur final. Il faut aussi qu'il soit persévérant et que surtout il ait aussi les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'il transforme les idées en réalité du terrain. Donc voilà. Et puis les traits de personnalité en rouge, ce sont les traits qui sont considérés comme susceptibles d'être un danger. Et dans ces traits de personnalité, vous avez par exemple l'esprit critique. Parce que si on est très, très, très critique, eh bien, on a tendance à dégrader, dévaloriser les personnes et les choses. Et donc ça, c'est dangereux. Le deuxième trait de personnalité qui est aussi relativement dangereux, c'est la tendance à vouloir contrôler absolument tout ce qui se passe dans l'entreprise. Autrement dit, de ne rien déléguer et de faire en sorte que ce soit le seul passage obligé pour des choses qui sont parfois tout à fait mineures. Donc voilà, un autre trait dangereux, c'est l'impulsivité. Donc c'est intéressant, si vous voulez, pour une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, de savoir quels sont les traits de personnalité qui sont les siens et de se positionner par rapport à cette grille. Alors c'est en fonction en effet des questions que vous lui posez que, en effet, eh bien, vous vous apercevez qu'il a tel trait de personnalité plus ou moins affirmé. Alors ça, c'est la première partie du document qui est remis. La deuxième, c'est au niveau de la prise de décision. On aborde un certain nombre de sujets dans ce document-là, et l'un des thèmes qui est très important pour un entrepreneur, parce que c'est un décideur essentiellement, c'est comment il prend ses décisions. Est-ce que c'est un homme qui prend facilement des décisions ou pas? Quand il prend ses décisions, est-ce que ces décisions vont avoir tendance à être prudentes ou risquées? Est-ce qu'il est téméraire ou prudent? Naturellement. Et puis, ensuite, quelles sont les questions auxquelles il va répondre tout à fait naturellement et il va parfaitement traiter ce sujet, et quelles sont les questions qu'il a tendance à négliger? Alors parmi ces questions, il y a le quoi, quels sont les éléments à prendre en considération, combien ça coûte, combien ça rapporte, tout l'aspect financier et technique. Il y a le où ça me mène, quelle stratégie, où ça me mène. Il y a le comment on va faire la chose, une fois que j'ai pris ma décision, comment elle va se mettre en place et comment concrètement, quels vont être les débouchés concrets. Une fois qu'on a pris cette décision,
d'abord avec qui on prend ces décisions et qui est concerné. Donc c'est intéressant pour un entrepreneur de se situer par rapport à cette grille et de savoir finalement comment je prends mes décisions. Est-ce que je suis d'accord d'abord avec le document qui lui est remis? Mais en tout cas, l'intérêt, c'est que ça lui fait poser des questions sur lui-même. Alors, aussi peut-être quelques mots sur le style de leadership, parce que là, c'est vraiment, on est au cœur de ce qui fait l'essence même d'un numéro 1. Comment va-t-il diriger? Dans ce rapport, on intègre, si vous voulez, un certain type de théories qui sont relativement cohérentes les unes vis-à-vis des autres et qui disent que finalement, il y a 4 types essentiels de management qui sont le type autocratique, c'est-à-dire je décide et je décide relativement seul. Le type technocratique, c'est-à-dire que je m'appuie sur des experts, sur une logique, et mes décisions sont très rationnelles. Le type dit bureaucratique, c'est plutôt un type de je décide, j'impose ma volonté et mes décisions. Et le style participatif, c'est tout le monde participe à la décision, tout le monde donne son avis, etc. Alors ça, c'est un certain type de théorie et on positionne... et le candidat, finalement, lui, il se retrouve... on le positionne. Vous voyez, l'étoile, en fait, représente le profil d'une personne. Mmh. Alors ça, c'est le premier type de théorie. Le deuxième type de théorie, c'est les théories de Goleman dans l'intelligence émotionnelle, qui dit qu'en fait, il y a 6 styles de leadership. Il y en a 4 qui sont résonnants parce que la personne a de l'empathie vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis des hommes. Je dirais, entre guillemets, il est humain. Et donc, il a un style visionnaire, c'est-à-dire qu'il est capable de concevoir des projets et l'avenir, et puis de faire partager par son charisme de donner du sens au projet, oui. Le style pédagogique, c'est le style coaching, c'est-à-dire que je vais aider chacun des personnes de mon entourage à se développer en leur confiant des missions sans jamais les mettre en échec. Il y a le style pragmatique, c'est-à-dire qu'on a une mission à résoudre et puis il faut le faire tous ensemble. Donc tout le monde s'y met. Et le style participatif qui peut être assez facilement un peu le foutoir, c'est-à-dire que tout le monde participe à la décision, tout le monde donne son avis, etc. Et puis il y a 2 styles qui sont dissonants, c'est le style volontaire et autoritaire. Le style volontaire, ce sont les gens qui sont en général plutôt le type ingénieur, le type financier, qui veut atteindre et dépasser les objectifs à tout prix. Et donc, il met une pression forte sur son entourage. Alors ça, c'est bien quand on met la pression pour redresser un chiffre d'affaires, etc., pendant une courte période. Mais si, à longueur de journée, on a un style en mettant la pression, les gens abandonnent et se détachent du problème. Donc voilà. Et puis le style autoritaire, c'est-à-dire c'est le petit chef. Olivier, pour terminer, il y a un verdict, donc en effet, il y a sur 2 ou 3 pages, voilà, ça prend. Voilà, donc ça prend à peu près cette forme. Voilà le résumé. C'est un résumé court. Moi, ce que je voudrais que vous terminiez en expliquant, en effet, quels sont les enseignements que concrètement le candidat peut en tirer. En fait, dans ce document, on donne des conseils, si vous voulez, de développement personnel. L'idée, en réalité, c'est de fonctionner de façon peut-être artificielle dans un premier temps, mais de penser et d'agir à 360 degrés. Alors ça, c'est au titre personnel, mais la deuxième chose que l'on fait dans la vue suivante, c'est de dire à la personne, voilà, compte tenu de votre personnalité, il n'y a pas de profil d'entrepreneur idéal. Il y a des profils qui sont adaptés à certains types d'environnements d'entreprise. Alors moi j'ai envie de demander à Thierry Pétamant, parce qu'on va comme ça du coup passer directement à un exemple. Thierry, vous, à travers la formation que vous avez suivie,
à l'école des managers qui a forcément mis en évidence des points forts et des points faibles. Quels étaient-ils, ou en tout cas les principaux, et comment vous avez cherché à les surmonter? Je ne sais pas si je l'aurais fait, le test, finalement. De ne pas être retenu. Non, à l'école des managers, effectivement, dans le diagnostic, moi, dans les points faibles à cette période-là, j'avais des points faibles sur la gestion et sur une partie de management. Donc, si vous voulez bien, après le taux diagnostic, on a travaillé avec les intervenants spécialisés dans le domaine, dans la gestion et dans le management. Donc, j'ai travaillé pendant presque une année avec eux. Je me suis, moi, après entouré de personnes... on parlait de complémentarité. Je me suis entouré de personnes qui étaient plus compétentes que moi dans certains domaines d'activité. Vous avez fait ça avec les mêmes ou vous avez été chercher quelques apports extérieurs? Qu'est-ce que vous avez, vous? Moi, il y a eu une mixité, en fait, de tout ça. Il y a effectivement, quand je suis arrivé, la partie observation, parce que même si j'étais depuis quelques années dans l'entreprise, on n'a pas le même regard. Ouais. Nous, on n'a pas le même regard et les gens n'ont pas le même regard vis-à-vis de vous. Donc, effectivement, pendant le plan d'observation, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui avaient envie de m'aider et de continuer avec moi. Donc, il y a eu des promotions internes. Et puis, bien évidemment, on a tendance à vouloir aussi former sa propre équipe. Son équipe de direction avec qui on a une confiance totale. Donc là, ça a été effectivement des gens de l'extérieur qui sont venus me rejoindre. Ça a été aussi une complication, ça, parce que l'entreprise se développe, il y a un nouveau dirigeant, il y a des nouvelles têtes qui arrivent avec des nouvelles fonctions. Ça a été un petit peu dur et ça l'est même encore un peu aujourd'hui, quelquefois. Je voudrais, avec vous, Alexandre Sutter, qu'on revienne sur les leviers juridiques qui aujourd'hui existent, notamment en matière de transmission familiale avec le pacte Dutreil. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes? Alors, ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes sur le pacte Dutreil, c'est l'environnement dans lequel il se positionne. Pourquoi est-ce que ce texte a été adopté? Les patrimoines des dirigeants d'entreprise sont souvent composés essentiellement de valeurs non liquides. On y trouve bien entendu les actions ou les parts sociales de la société d'exploitation ou de la holding familiale, éventuellement des parts sociales de société civile immobilière qui détient l'immobilier d'exploitation et qui est détenu familialement, ou l'immeuble d'exploitation, qui sont donc des biens qui représentent quelquefois des valeurs certaines et qui sont non liquides. Que se passe-t-il en matière lorsque le dirigeant malheureusement décède accidentellement? Bien, ces biens sont soumis aux règles de dévolution successorale qu'on connaît tous, et donc donnent lieu au paiement de droits de mutation par voie de décès qui sont onéreux, qui sont importants et qui surtout ne sont pas finançables par la famille, puisque, encore une fois, le patrimoine est essentiellement composé de biens non liquides. Le législateur fiscal a pris la mesure de cette incohérence depuis un petit peu moins de 10 ans quand même maintenant, puisque le dispositif a été mis en place par l'article 11 de la loi de finances pour 2000. Alors, que nous dit le législateur? À partir du moment où, collectivement, dans la famille, le dirigeant va s'engager à conserver pendant une certaine durée au moins 34% du capital de sa société, de manière collective, donc il s'engage pour lui et ses ayants droit, eh bien il va ouvrir, si malheureusement il décède accidentellement, il va ouvrir le droit à une option au profit de ses héritiers. Les héritiers qui vont pouvoir dire « je souhaite conserver les titres à l'intérieur du groupe familial pendant une durée complémentaire », auquel cas ces héritiers vont pouvoir bénéficier, et ça c'est un dispositif extrêmement important qu'il faut que vous ayez à l'esprit, ces héritiers vont pouvoir bénéficier d'une réfaction de base des biens soumis à droit de mutation, c'est-à-dire des titres de la société de 75%. Le législateur, depuis 8 ans maintenant, ne cesse d'assouplir les conditions d'application de ce dispositif. La loi Dutreil du 1er août 2003 l'a étendu aux donations, et aujourd'hui, on est dans le cadre d'un dispositif qui permet d'abattre de 75% la valeur des titres sociaux soumis soit à droit de succession, soit à droit de mutation, lorsque l'engagement collectif est pris pendant une durée d'au moins 2 ans, poursuivi par un engagement individuel de conservation par les héritiers de 6 années. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans au total contre 16 auparavant, au moment de l'instauration de ce dispositif. La loi de finances pour 2008 va très probablement encore assouplir les conditions d'application de ce dispositif.
un couple marié qui détenait des titres sociaux d'une valeur d'1 million d'euros, sans préparation particulière et sans conclusion de ce pacte, rendait exigible, couple marié avec 2 enfants, rendait exigible des droits de mutation d'un peu moins de 140 000 euros. Avec ce pacte, les droits de mutation sont réduits à 0. Comme ça, c'est clair. Aujourd'hui, un couple marié qui transmet à 2 enfants au moins des titres ou un patrimoine professionnel d'1 million d'euros ne paye plus de droits. Ce qui signifie qu'il faut bien entendu avoir conscience de l'existence de ce dispositif et mettre en place le contrat qui permet d'en bénéficier. C'est un dispositif extrêmement avantageux, évidemment, qui joue bien évidemment aussi si les titres de la société ne sont pas détenus directement par le chef d'entreprise ou sa famille, mais par une holding familiale. Donc on a des outils aujourd'hui pour étendre le bénéfice de ce dispositif aux transmissions de titres de holding. Et alors, s'agissant des droits de donation aussi, je crois qu'il y a des dispositions là, très récentes qui sont venues, là aussi, considérablement améliorer et diminuer, en tout cas, les droits de donation. En 2 mots, il y a 2 dispositions du paquet fiscal Sarkozy qui a été adopté pendant l'été qui sont importantes. Vous savez que les descendants ou les héritiers bénéficiaient sur leur part de patrimoine donné à titre gratuit, enfin donné du vivant des parents ou transmis à titre de succession, d'un abattement individuel de 50 000 euros par part. Si bien évidemment les parents bénéficiaient d'un patrimoine d'égale importance ou étaient mariés sous le régime de la communauté, chacun des enfants bénéficiait tous les 10 ans, délai réduit à 6 ans maintenant, donc on va dire tous les 6 ans, d'une possibilité de bénéficier d'une donation, d'une transmission de la part de leurs parents de 100 000 euros. Le paquet fiscal Sarkozy a porté l'abattement individuel de 50 000 à 150 000 euros. Ce qui signifie que les parents peuvent donner aujourd'hui à chacun de leurs enfants 300 000 euros en franchise de droit de donation tous les 6 ans. Et message aussi important à faire passer, maître, l'intérêt c'est de changer peut-être, souvent c'est un régime de séparation de biens, qui est celui du chef d'entreprise et de son épouse. L'intérêt là c'est de le changer. Lorsqu'on parle de transmission patrimoniale, on ne peut pas faire l'économie de se poser la question de savoir comment, à l'intérieur du couple, les finances ou les titres sociaux doivent être transmis et éventuellement se poser la question du changement de régime matrimonial si le dispositif mis en place par le dirigeant ne permet pas de satisfaire aux souhaits qu'il manifeste en la matière. Alors, on cite aussi, il y a d'autres outils qui existent, les attributions d'actions gratuites, il y a aussi la possibilité de les stock options. Alors, pour les stock options, effectivement, les plans d'attribution ou d'achat d'actions, ou les attributions d'actions gratuites, ce sont des dispositifs qui existent, qu'il faut avoir en mémoire, qui participent effectivement pour moi de l'intéressement d'un certain nombre de cadres, qui peuvent accompagner la reprise, parce qu'eux, ils ont l'historique ou un historique que les enfants n'ont peut-être pas dans le cadre de la reprise. Ce sont les forces vives de l'entreprise, ce sont des compétences qu'on souhaite souvent garder, et ces mécanismes d'attribution d'actions gratuites ou de stock options sont destinés à permettre la fidélisation de ces salariés, mais certainement pas de boucler sur le plan juridique une transmission, puisque une règle qui est commune à ces 2 dispositifs, les options de souscription ou d'achat d'actions ou les attributions d'actions gratuites ne peuvent pas porter sur plus de 10% du capital social. Ce qui signifie que ce n'est pas avec un outil comme ça qu'on mène une opération de transmission. Tout au plus la favorise-t-on en intéressant un certain nombre de cadres importants de la société. D'accord. Alors, terminons plutôt, je pense, avec vos commentaires éclairés sur la renonciation anticipée à l'action en réduction, la fameuse RAR, parce que pour le coup, là c'est un schéma qui nous concerne dans le cadre en tout cas qui peut nous concerner dans le cadre d'une transmission familiale. C'est effectivement un dispositif qu'il faut avoir à l'esprit. C'est une révolution en droit civil, la renonciation anticipée à l'action en réduction. De quoi s'agit-il, maître ? Alors, la problématique est simple. Vous savez que en droit français, on ne peut pas déshériter ses enfants, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que les enfants bénéficient d'une quote-part
intangible du patrimoine de leurs parents qui s'appelle la réserve héréditaire. Bon. Et ça, c'est la quote-part du patrimoine de leurs parents dont ils ne peuvent pas être privés. Et cette réserve héréditaire est fixée par le Code civil au regard du nombre d'enfants qu'ont le chef d'entreprise et son conjoint. Cette réserve est de la moitié du patrimoine lorsque les dirigeants ou le dirigeant et son conjoint n'ont qu'un enfant. Il est des 2/3 du patrimoine à 2 enfants, des 3/4 du patrimoine pour 3 enfants et plus. Bon. Ce qui signifie que par différence, la quote-part du patrimoine qui ne fait pas partie de la réserve héréditaire est dite quotité disponible, c'est-à-dire quotité de patrimoine dont le dirigeant et son épouse peuvent disposer au profit de qui ils veulent. Alors, ça c'est un principe intangible depuis 1804. Oui. Et la loi de réforme du droit des successions et des libéralités, pour faciliter le règlement des successions, et notamment les transmissions d'entreprises familiales, a mis en place cette renonciation anticipée à l'action en réduction. Alors, qu'est-ce que c'est que l'action en réduction? C'est l'action dont bénéficie chacun des héritiers, dont la réserve aurait été entamée. Un chef d'entreprise a 3 enfants, la réserve héréditaire est donc des 3/4 de son patrimoine. Chacun des enfants a donc droit à 25% du patrimoine du dirigeant. Si, par le biais de donations antérieures, l'un des enfants se voit dépossédé d'une quote-part de sa réserve, il bénéficie d'une action en réduction pour se faire indemniser auprès de celui qui a trop reçu. Bon. La loi met en place ce dispositif de renonciation anticipée, c'est-à-dire la possibilité qu'aura un enfant dûment informé de l'opération en cours. Et je pense notamment, bien évidemment, aux transmissions d'entreprises. On parlait tout à l'heure de risques industriels. On parle de valorisation d'entreprise qui est susceptible de fluctuer dans le temps, notamment à la baisse. Imaginons un chef d'entreprise qui procède à la donation au profit de ses enfants d'une quote-part du capital de son entreprise. Cette quote-part de capital représente à un instant T 25 ou 30% de son patrimoine total, c'est-à-dire une fraction de patrimoine s'il a 3 enfants qui excède cette fameuse quotité disponible. Rappelons-nous, à 3 enfants, la réserve est de 3/4, la quotité est d'1/4. Un dirigeant donne à l'un de ses enfants une fraction de son patrimoine sous forme de titres sociaux qui représente 30% de son patrimoine. Il attaque la réserve héréditaire des autres enfants. D'accord ? Il peut demander, compte tenu de la physionomie particulière de la transmission d'entreprise, aux autres enfants de renoncer à l'action en réduction dont ils pourraient bénéficier vis-à-vis de celui qui reçoit plus qu'eux parce qu'il assume un risque qui est différent dans le cadre de la transmission patrimoniale. Alors, évidemment, c'est une disposition qui est attentatoire à un mécanisme fondamental du droit des successions, la réserve héréditaire. Donc le législateur a souhaité entourer cette renonciation d'un formalisme lourd. Intervention de 2 notaires, dont l'un est nommé par la Chambre des notaires, de manière à assurer la totale indépendance dans le cadre du Conseil, la renonciation ne pouvant intervenir qu'en présence des seuls notaires et pas des parents. Donc l'enfant doit s'isoler avec les notaires, recevoir les avertissements et les conseils du notaire avant de signer. Voilà. Mais c'est un mécanisme qu'il faut avoir à l'esprit. Je suis en train de le conseiller dans 2 cas différents, où le chef d'entreprise n'a pourtant pas la volonté de déshériter l'un quelconque de ses enfants ou de favoriser par trop l'un quelconque de ses enfants, mais considère que le risque industriel qui pèse sur l'entreprise qu'il dirige et dont il possède la majorité du capital est suffisamment important pour que l'enfant repreneur bénéficie d'un avantage à un instant T qui est matérialisé chez lui par la volonté de donner à cet enfant la quotité disponible de son patrimoine. Mais une quotité disponible, c'est quelque chose qui se calcule au moment du décès. Et 25% du patrimoine aujourd'hui, ce n'est pas forcément 25% du patrimoine demain. Et si la quotité disponible d'aujourd'hui excède celle de demain, il faut absolument protéger, pour répondre aux souhaits du dirigeant d'ailleurs, et de l'ensemble de la famille, il faut absolument protéger l'enfant qui reprend des velléités que pourraient avoir les autres d'intenter une action en réduction. Alors, si on se positionne sur un schéma de donation massive, dans lequel le dirigeant souhaite privilégier celui qui travaille dans l'entreprise,
ou en tout état de cause arriver à un schéma où celui qui travaille possède le capital ou le contrôle, de manière à ne pas avoir à indemniser ses frères et sœurs pour une industrie qu'ils n'auront pas fournie. Bon. De deux choses l'une, soit le dirigeant utilise les dispositifs du Code civil, renonciation anticipée à l'action-réduction, donation de la quotité disponible, etc. Soit il donne à égal montant au profit de l'ensemble des enfants, et puis ceux qui ne travaillent pas dans l'entreprise cèdent à une société holding qui serait constituée par celui qui y travaille. De telle manière qu'à un instant T, chacun reçoive bien 25% des titres de la société. Celui qui reprend ou celui qui travaille dans l'entreprise et qui va en assumer la direction générale, constituant une société à laquelle il va apporter les titres qu'il a reçus par voie de donation, cette société rachetant auprès des frères et sœurs les titres qui leur ont été donnés. Alors, on va passer la parole à Thierry Pétamont. Alors vous, ce dispositif n'existait pas il y a 5 ou 6 ans. Comment ça s'est traduit en ce qui vous concerne ? Nous, c'est vrai que ça a été la période la plus difficile avec mon père. Parce qu'effectivement, vous avez failli vous fâcher. On s'est fâché, même pas failli, on s'est carrément fâché. On s'est fâché, pourquoi ? Parce que, effectivement, le cédant, mon père, je pense comme beaucoup de chefs d'entreprise à ce moment-là, je me rappelle quand je lui disais, disons que si on avait parlé de la transmission, il faudrait peut-être qu'on travaille dessus. J'avais toujours la même réponse, t'inquiète pas, je m'occupe de tout, tout va bien se passer. D'accord. Et ça, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et un jour, mon père s'est dit, non, mais là, il faut peut-être que je m'en occupe. Et quand il a commencé à calculer ses droits à la retraite, puis quand il a vu le montant qu'on allait lui donner, il s'est demandé si ce n'était pas un pourboire. Parce que, comme beaucoup de chefs d'entreprise, au début, quand il démarre, il était en nom propre. De nom propre, il était passé en SARL, mais il cotisait peu sur les cotisations de retraite, parce que l'entreprise, en ce temps-là, ne permettait pas de faire de grosses cotisations. Il avait travaillé une trentaine d'années dans cette entreprise, donc il pensait légitime de vendre son entreprise. Et moi, personnellement, je préférais de toute façon acheter l'entreprise vis-à-vis déjà de mes sœurs pour que les choses soient bien claires. Je travaillais dans l'entreprise, je ne voulais spolier personne. Donc, on a fait valoriser l'entreprise de manière à ce que les choses soient claires. Et moi, je rachetais la totalité donc, de l'entreprise. Et puis après, effectivement, lui, avec l'argent qu'il avait, faisait des donations. Il a fait une donation derrière à ses enfants, mais en argent. Alors, c'était un moment difficile parce que c'est vraiment très difficile de parler d'argent entre père et fils. Ça, c'est une période très délicate. On avait des conseillers qui nous ont fait toutes sortes de conseils. À un moment donné, de faire une donation aux 3 enfants, mais moi, je ne voulais pas. Et puis après, négocier avec son papa, c'est très, très difficile. Je pense qu'on avait un dialogue très dur parce qu'on n'avait pas parlé de ça, mais qu'il fallait y passer. Donc, ça a été une très mauvaise période pour nous. Dieu merci, ça s'est bien terminé parce qu'on a réussi à trouver la solution. On a mis autour de la table soit les experts, les banques que nous avions déjà en ce temps-là, aux EO BDPME en ce temps-là. Et voilà, on a réussi à faire un montage financier, comment dirais-je, qui est le moins dramatique possible. Si je puis me permettre de rajouter un complément d'information. Alexandre Sutter. Il existe depuis peu un dispositif qui permet, puisqu'on parle d'imposition sur les plus-values de cession, un dispositif qui permet aux dirigeants qui part en retraite de procéder à la cession des titres de la société dont il est propriétaire en exonération d'imposition sur les plus-values. Ce qui signifie que seules les contributions sociales, CSG, CRDS, au taux de 11% actuellement, sont exigibles dans ce cas de figure. Donc il faut remplir un certain nombre de conditions sur le plan fiscal, mais surtout liquider ses droits à la retraite dans l'année qui suit la cession ou dans l'année qui précède la cession. Voilà. Je voudrais peut-être qu'on évoque 3 montages vraiment bien spécifiques, le capital développement, le LBO familial et l'OBO familial. De quoi s'agit-il, Christophe ? Alors, j'imagine que, notamment pour toutes les personnes qui s'intéressent à la matière, vous avez un certain nombre de sigles, parfois un petit peu barbares, MBI, MBO, BIMBO ou OBO, qui sont en fait tous issus d'une même technique, relativement classique que tout le monde connaît bien. Le LBO, c'est tout simplement s'endetter au travers d'une société holding pour acheter la société cible. Et classiquement, la société holding va rembourser ses emprunts, capital et intérêts, au travers de la trésorerie disponible, dans la société cible. Enfin, trésorerie disponible au moment de l'acquisition et surtout générée
par l'activité, et donc à nouveau cette notion de risque, c'est-à-dire que la dette contractée par le holding est certaine, et par contre les flux de trésorerie qui seront générés à l'avenir par l'entreprise le sont beaucoup moins. Le contexte du LBO, au-delà de savoir qui le fait, s'apprécie au travers de dans quel contexte le fait-on. En effet, le premier point qui est associé au capital développement, c'est des besoins de capitaux nécessaires à l'entreprise familiale pour continuer à se développer. Alors ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, en effet, pour lesquelles la dette bancaire ne suffit pas. Et là, on fait intervenir un tiers spécialisé, financier, dans le capital de l'entreprise. Et ça lève, au-delà des aspects de technicité fiscale ou juridique ou financière, un premier frein psychologique qui est le fait de ne plus être tout seul maître à bord et de devoir rendre parfois des comptes. En contrepartie, ça a des avantages certains, au-delà de l'aspect financier qui est de donner de l'envergure à son entreprise, de la surface financière pour accroître son développement. Ça permet aussi, et c'est en lien avec l'aspect de gouvernance, d'avoir un tiers extérieur qui appose son regard, parfois certes ses contraintes, mais ne serait-ce que son regard sur la vision de l'entreprise. Et ça aide parfois aussi à structurer un petit peu l'information financière et la communication de l'entreprise qui fait l'objet du rachat. Alors, capital développement, Christian Dargoubet, vous êtes bien placé pour en dire quelques mots. À quelle logique cela répond-il ? Écoutez, on est là pour aider les entreprises à grandir. On est là pour les aider à grandir en leur donnant les moyens de leur développement, donc en injectant du capital lorsqu'on en a besoin, ou bien en essayant de fluidifier des solutions de capital lorsqu'il le faut. Et en parlant de l'OCARES, ça va vraiment être le cas. Donc simplement vous dire que EPF, c'est 300 millions d'euros sous gestion. Depuis 11 ans, c'est mener cette stratégie et cette même stratégie depuis 11 ans et c'est 55 opérations qu'on a réalisées. Dans ce cas de figure, avec pour nous une spécificité, c'est qu'on est toujours minoritaire. Donc on n'est pas un fonds majoritaire, on n'achète pas d'entreprise. On est là pour appuyer les stratégies de dirigeants dans une logique uniquement minoritaire. Ça a été dit, c'est quand même une ouverture d'esprit, car il faut partager, c'est évident. Mais en même temps, pour nous, il n'y a pas de rupture psychologique, il n'y a pas de rupture culturelle au niveau des entreprises, au niveau des dirigeants avec lesquels on s'associe, parce qu'ils vont rester majoritaires, ils vont continuer à développer leur entreprise, simplement avec l'idée que, ensemble, on va essayer de faire des choses un peu plus ambitieuses que ne pouvaient l'être dans le passé. Donc c'est ça que ça veut dire. Et une nouvelle fois, c'est aider les entreprises à grandir et à bien grandir. Alors Christophe, le LBO familial, qu'est-ce que ça permet exactement ? Tout simplement, quand le capital est éclaté au travers d'un actionnariat familial composite, fruit de plusieurs générations de transmission de l'entreprise, une des difficultés, en effet, c'est de rationaliser et de recomposer un petit peu ce capital. Et donc le LBO est tout simplement l'occasion pour la branche de famille, ou en tout cas la famille qui tire l'affaire, de reprendre la main sur le capital, de manière à en avoir, une juste contribution aux efforts qui soient fournis, et éviter une double dilution à la fois financière, et puis surtout aussi juridique, et par la même stratégique, et ne pas scléroser une entreprise qui se verrait avec un actionnariat disséminé peut-être entre 50 mains, et où tout acte de gestion deviendrait difficile. Et c'est une vraie gageure que certains groupes réussissent à faire, même en grossissant de manière extraordinaire, comme le peuvent l'être les familles Peugeot ou Mulliez, qui sont en la matière de vrais exemples de réussite. C'est se donner les moyens de pouvoir poursuivre l'aventure tout en désintéressant de manière juste les sortants. Et donc de préserver l'avenir de l'entreprise dans la rationalité des décisions qui pourront être prises par la suite. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérations aujourd'hui de cette nature, avec des fonds qui, pour certains en tout cas, se sont spécialisés dans ces LBO dits familiaux. Alors, dernier contexte, celui d'un OBO, et d'un OBO qui peut avoir une finalité, Christophe Clerc, familiale, dans certains cas. Ça ne sera pas le cas peut-être de ce soir, mais... L'OBO peut avoir deux vertus essentielles. La première, c'est de se vendre à soi-même, quelque part, à l'entreprise, et donc, par conséquent, de réaliser une partie du capital et donc de le sécuriser. C'est-à-dire que j'ai réalisé, ce que tout à l'heure a été très justement dit, des actifs qui ne sont pas liquides. Le deuxième point, c'est que
au travers de l'OBO et en faisant rentrer un capital risqueur ou un partenaire financier, c'est de se dire, je conserve malgré tout la main sur le patrimoine de l'entreprise et sur en tout cas son capital, mais je peux favoriser la prise en main par une direction qui fera quelque part, j'ai envie de dire, un management de transition jusqu'à ce qu'une nouvelle tête émerge dans la famille et soit capable d'assumer elle-même la conduite des affaires. C'est-à-dire que parce qu'il y a un trou générationnel, soit en termes de temps, soit en termes de ressources, soit en termes de compétences, mais que je souhaite et que l'entreprise et la famille souhaite conserver l'entreprise dans son giron, eh ben, elle peut faire intervenir des tiers au travers de capitaux risqueurs, de fonds d'investissement et de tiers extérieurs. Alors, je voudrais voir avec Christian Dargoubet, parce que maintenant, en effet, on me dit qu'il faut encore accélérer. Alors, vous avez commencé à évoquer le contexte de cet OBO tout à l'heure. De quoi s'agit-il? On va rentrer dans le vif du sujet du cas Locarest. Locarest, une affaire dans le Grand Est. Vieille entreprise créée il y a 50 ans, 25 héritiers aujourd'hui très éloignés du management, location de matériel de travaux publics, numéro 6 en France, derrière Loxam, Lao, Kiloutou, Hertz, Bergerac-Moyennoyer, mais numéro 1 dans le Grand Est, c'est-à-dire Alsace, Franche-Comté et Lorraine. Donc une citadelle avec un modèle construit par effectivement ce manager qui avait été recruté il y a 10 ans par les familles, un modèle remarquable et générateur de rentabilité supérieure puisque c'est une des meilleures rentabilités du secteur et puis pas un centime de dette parce qu'effectivement le souci de la performance, le souci de la rentabilité a fait que le développement s'est fait sans endettement. Problématique des actionnaires, je vous l'ai dit, 25, très très éloignés du management, de la société, se voyant une fois par an à l'Assemblée, avec un âge qui faisait que pourquoi pas aider des enfants, des petits-enfants, et donc convoitise, approche industrielle, tentation de vente, parce que finalement c'était ce qu'il y avait de plus logique. Et le management avec un ou deux autres actionnaires qui étaient restés proches de l'entreprise parce qu'au conseil de surveillance, s'était dit mais il y a peut-être des solutions. Et la solution c'est l'OBO, c'est-à-dire effectivement à la fois permettre aux actionnaires historiques de récupérer de l'argent parce qu'effectivement c'était une nécessité exprimée ou non exprimée. Premier point. Le deuxième point, je vous l'ai dit tout à l'heure, un management qui commençait à ranger son frein parce qu'effectivement, détenant 1,5% du capital et ayant fait grandir la société par 4 en 10 ans, donc une petite frustration qui commençait à germer. Et donc, comment faire? On a proposé effectivement, nous investisseurs, d'intervenir dans cette société qui n'avait jusqu'à présent jamais ouvert son capital à un fonds. On a proposé aux familles de vendre 80% de leurs actions, ce qui a été un beau chèque, et donc vraiment une optimisation vraiment de la valeur patrimoniale de ce qu'ils pouvaient posséder. On leur a proposé de monter dans une holding les 20% qu'ils gardaient et ne vendaient pas. On a proposé, nous, fonds d'investissement, dans la holding, de mettre du cash. Et puis on a proposé à nos amis banquiers de mettre de l'endettement. Et effectivement, on a pu mettre en place un effet de levier important parce qu'effectivement, il n'y avait pas un centime de dette dans cette entreprise. Ça, jumelé à un management qui voulait réinvestir parce qu'il considérait que c'était une bonne opération, à un geste fait par les familles historiques et le fonds d'investissement au profit du management, on a mis en place une opération où aujourd'hui la géographie du capital est 40% détenus par les familles historiques, 20% détenus par le management et 40% détenus par EPF. Ceci sans mettre en cause, sans mettre en jeu, en difficulté la poursuite du développement de l'entreprise, puisque l'entreprise poursuit sa politique d'investissement, d'ouvrir de nouvelles agences. Le modèle s'y prêtait, parce que très très forte rentabilité, un management qui était déjà motivé mais qui est surmotivé, des familles qui sont ravies parce qu'effectivement elles ont pu résoudre leurs problèmes patrimoniaux et puis elles sont toujours là dans le dispositif, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette affectivité historique familiale qui est là. Et on a construit quelque chose, un OBO, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans cette soirée,
qui est vraiment l'alternative à la vente de l'entreprise, car cette entreprise avait tout pour être vendue sans aucun problème. Et l'idée pour nous, fonds d'investissement, c'est d'essayer, aux côtés des familles et du management, d'essayer de continuer le jeu le plus longtemps possible, en toute indépendance, de faire en sorte que cette entreprise qui est brillante, Locarest, puisse poursuivre son modèle d'une façon indépendante. Et puis le jour où il faudra rejoindre un groupe un peu plus important dans ce secteur, ça sera aux familles, ça sera au management de décider. Mais nous ne sommes pas décideurs, nous sommes minoritaires. Donc ce jeu, il peut se poursuivre parce que l'entreprise en a les moyens. Il peut se poursuivre parce que cette entreprise est rentable. Et il faut être honnête, le jeu ne peut être poursuivi que s'il y a ce souci de rentabilité. Parce que s'il n'y a pas de rentabilité, des montages comme ça, on ne peut pas les monter, on ne peut pas les mettre en place. Et là, il faut se le dire. Il faut se le dire. C'est-à-dire que le souci de la performance, il est absolument incontournable si on veut qu'une entreprise indépendante, familiale, puisse poursuivre ce parcours. L'étape d'après, ça peut être quoi? En effet, soit l'entreprise est vendue. Une nouvelle, oui. C'est ça, Marc. Je crois que je voudrais vraiment insister ce soir en ce qui nous concerne. D'abord, vous dire que de par la stratégie, de par notre culture, nous sommes délibérément minoritaires. Donc, c'est pas nous qui choisissons. S'il doit y avoir vente ou pas vente, c'est pas nous qui choisissons. Ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais vraiment insister, parce que c'est vrai que l'image du métier que nous faisons, c'est un métier largement dominé par des fonds majoritaires. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est oui, on va essayer de faire en sorte que le jeu perdure et que le management puisse monter en puissance, si on peut le faire. Et ça, le thème, c'est qu'effectivement, on puisse être encore plus fort en termes de performance. C'est ça que ça veut dire. Oui, parce qu'en fait, une opération comme celle-là, c'est la possibilité pour des managers comme ça qui sont arrivés avec au départ 1%, aujourd'hui 20%, dans 7, 8 ou 10 ans, ils peuvent détenir le contrôle d'une société comme celle-là. C'est possible. C'est possible. Merci Christian Dargoubet. Je voudrais qu'on termine maintenant avec vous, Jérôme Lacaille, pour répondre à la question qu'on posait tout à l'heure. Est-il possible, en effet, de conquérir la majorité du capital d'une entreprise avec un apport limité? La réponse, vous l'avez dit, c'est possible. Le message, quel est-il? Je crois qu'au cours des différentes interventions qu'on a vues, spécialement celle de Thierry Pétaman, on voit bien qu'un dossier de reprise d'entreprise, c'est toujours une situation très compliquée. Toujours. Toujours. Ce qui signifie qu'elles appellent des traitements qui, à chaque fois, doivent être des traitements sur mesure. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, de manière très claire, que nous disposons d'une solution à peu près pour traiter tous les cas, à la fois au plan juridique, au plan fiscal et au plan financier, sous réserve naturellement, comme l'a indiqué mon voisin Christian Dargoubet, que l'impératif de rentabilité soit là. Autrement dit en des termes plus simples et plus clairs, que l'entreprise soit viable et que ce soit un bon projet. Alors, Jérôme, j'ai un point quand même qui me paraît très important, c'est que le cédant, il a tout intérêt à anticiper les choses et à, en tout cas, autant que faire se peut, essayer de transmettre ou de céder son entreprise en 2 temps. C'est vrai que le cas que l'on avait prévu est éloquent à cet égard. Nous avons affaire à une entreprise de distribution de machines d'impression. Cette entreprise est présente dans différents lieux géographiques et il se trouve que sur un lieu géographique, disons A pour simplifier, un cadre dirigeant a été embauché à qui le chef d'entreprise a donné la faculté d'acquérir 30% de la filiale opérant sur cette géographie A. Puis quelques années plus tard revient une évolution dans le cadre d'opération de cette entreprise, et donc décision stratégique est prise par le chef d'entreprise de regrouper une série d'implantations sur un même lieu stratégique, et ce nouveau lieu géographique ne comprend pas la géographie A. D'où l'idée de céder la géographie A. Donc, la première vague de transmission qui avait permis au cadre dirigeant d'acquérir 30% de l'entreprise a été un élément extrêmement facilitateur. Pourquoi ? Parce
que d'une part, il a permis de motiver et donc de tester le dirigeant, puisqu'on a vu arriver à définir quelle est la bonne personnalité pour reprendre une entreprise, ça n'est pas forcément évident, et qu'un des éléments dont on dispose pour pouvoir le faire, c'est encore l'expérience de terrain qui est après tout un des meilleurs tests qu'on peut se donner. Donc, deuxièmement, cette cession de 30% des titres a permis, toujours par le même type de montage qui consiste à créer une holding laquelle rachète l'entreprise, de permettre au cadre dirigeant d'avoir un actif, les 30% de titres, qui sont un apport que ce dirigeant a pu faire au véhicule de reprise qui est le holding. Bon. Au-delà, alors, qu'est-ce que ça illustre, cela ? Ça illustre qu'on peut reprendre une entreprise, même avec des moyens limités, en jouant sur une combinaison d'effets de levier. Si vous le voulez bien, c'est par là que je souhaiterais conclure. Les effets de levier, ils sont de nature très diverse. Il y a l'effet de levier financier que l'on connaît bien, qui est, vous faites appel à de la dette pour pouvoir acquérir un actif pour lequel vous n'avez pas suffisamment de fonds disponibles, lequel, si la rentabilité de l'opération existe, permet de générer un effet de levier fiscal, puisque vous déduisez des intérêts d'un revenu imposable, et un effet de levier juridique, puisque vous conservez le contrôle de la société, alors même que l'argent que vous avez mis sur la table était faible par rapport à la valorisation de l'entreprise. Au-delà, il y a des effets de levier temporels, qui est, je pense, que le fait qu'une des conditions importantes du succès, ou en tout cas un élément facilitateur très important de la transmission d'entreprise, c'est l'anticipation. Autrement dit, à chaque fois que c'est possible, essayer de procéder à une cession progressive de l'entreprise. Et puis, troisième catégorie d'effets de levier, ce sont les effets de levier d'ordre capitalistique, autrement dit, des effets de levier dans lesquels, soit parce que le cédant conservera une partie du capital, soit parce que le repreneur fera appel à un investisseur tiers, soit investisseur partenaire industriel, soit investisseur partenaire financier, type capital développement, soit parce que l'investisseur fera appel à la contribution des salariés de l'entreprise qui, dans un certain nombre de cas, pas tous, dans un certain nombre de cas, peut être pertinent, eh bien, cet effet de levier-là lui permettra de réduire le montant d'investissement, le montant d'investissement en fonds propres qui lui sera nécessaire à l'origine pour pouvoir conserver la maîtrise de son entreprise. Et le montant de la dette, pour qu'elle soit aussi, j'ai envie de dire, acceptable absolument, au niveau de sa charge de remboursement. Pour qu'elle soit adéquate et dimensionnée à la capacité d'autofinancement que l'entreprise est capable de générer. Alors, Jérôme Lacaille, je pense que c'est très important. En effet, il faut avoir le réflexe, en effet, de se tourner tout simplement vers certains des salariés de l'entreprise. Ils peuvent être intéressés par, en effet, par prendre une petite participation au capital, et c'est toujours autant de moins à financer quand on est repreneur personne physique et qu'il n'est pas facile de boucler son financement. Je crois que ça, c'est vraiment une idée qu'il faut avoir en tête. Le réinvestissement, Jérôme Lacaille, vous avez parlé également du réinvestissement du cédant, qui, en acceptant de réinvestir à hauteur de parfois 20 ou 25%, là aussi, c'est une façon d'aider, bien entendu, le schéma de reprise par ses salariés. Alors, dans un cas comme celui-là, en fait, le chef d'entreprise, lui, il récupère, il sort au bout de, c'est convenu, j'imagine, à l'avance, mais il récupère au bout de 3, 4 ou 5 ans. Voilà, tout à fait. Alors, évidemment, faire appel à un partenaire extérieur, ça présente toujours un certain nombre de contraintes. Il y a 2 points qui, en général, donnent lieu à des discussions assez, pas nécessairement viriles, mais en tout cas précises. Ces 2 points, c'est en général toujours les mêmes. C'est, premièrement,
Qu'est-ce que l'investisseur tiers, quel sera son pouvoir de contrôle dans la gouvernance? Quel rôle jouera-t-il dans la gouvernance? Car à partir du moment où il est tiers et minoritaire, naturellement, il cherchera à avoir un certain nombre de garanties quant aux modalités de gestion de l'entreprise, ce qui est logique. Deuxième point, de quelle manière, parce qu'on va commencer à écrire une histoire commune avec un investisseur tiers, qui peut durer un certain nombre d'années. Ce que l'investisseur tiers, naturellement, aimera bien savoir dans tous les cas, c'est quelles seront les conditions financières de sa sortie. Oui. L'investisseur tiers aura besoin de ce qu'on appelle la liquidité, autrement dit, d'un certain nombre de conditions clairement écrites dans ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires, qui sont de quelle manière, moi, investisseur tiers, je vais pouvoir sortir de l'entreprise dans un certain nombre de conditions à définir. Voilà. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il faut penser du crédit vendeur? Parce que c'est aussi un outil qui est utilisé quand on n'arrive pas complètement à faire la soudure. Absolument. On se tourne vers le cédant et puis on lui dit, est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour accepter un petit peu de crédit vendeur? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ça fait partie des outils de levier capitalistique dont je parlais, en gros, ou quasi capitalistique, on va dire. Parce qu'en gros, un crédit vendeur peut avoir un certain intérêt lorsque le vendeur n'a pas besoin de liquidité à 100% immédiatement, ce qui est souvent le cas, ce qui peut être le cas dans un certain nombre de situations, est prêt à partager une partie du risque avec l'acheteur, et ceci pendant une période de temps déterminée, qui en général est de 2 ou 3 ans, puisque les crédits vendeurs vont souvent avec ce qu'on appelle des clauses de earn-out, autrement dit des clauses dans lesquelles le prix de cession peut être complété par un montant qui varie en fonction des résultats futurs de l'entreprise. Donc on voit bien, c'est une manière de se séparer progressivement. Pourquoi progressivement? Parce que dans ce cas-là, le cédant partage une partie du risque à déterminer de manière libre, partage une partie du risque d'exploitation avec l'acheteur. Thierry Pétaman, ça s'est passé, pour finir avec vous, ça s'est passé comment s'agissant de votre montage de reprise? Il y a eu un crédit vendeur avec votre papa, comment ça s'est passé? Non, il voulait l'argent tout de suite. Non, une dette, tout bêtement, comment? Ouais, une dette. On a mis les partenaires bancaires autour de la table. L'entreprise était saine, elle a bien. Donc c'est important. Ça faisait longtemps qu'elle était là, l'entreprise. Elle était connue, reconnue. Donc voilà, les partenaires ont globalement suivi. On a eu un petit clash, mais finalement, c'est résolu. Et voilà, quoi, je veux dire, nous, c'est très bien passé, quoi. Bon. Et donc aujourd'hui, mon père était toujours disponible au cas où. Et effectivement, quand il y a une transmission familiale, c'est quand même plus facile de se mettre d'accord s'il y avait eu des soucis financiers. Donc voilà, quoi. Donc aujourd'hui, l'entreprise se porte bien. Elle paye ses dettes. Donc tout va bien, l'entreprise s'est bien développée, comme je vous ai dit, la société Enet se développe, elle se développe à l'international. On a créé d'autres sociétés comme Home Service à l'échelon national. J'écoutais avec attention mon voisin, parce que peut-être qu'un jour on aura besoin de capital extérieur. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas nous aujourd'hui. Tout à fait. Mais, ça sera une autre aventure encore. C'est une autre aventure, c'est d'être à la hauteur de ses ambitions. Et à un moment donné, il faut psychologiquement s'y préparer, parce qu'une entreprise familiale, bien souvent, on est vraiment entre nous. On n'a pas l'habitude de faire rentrer des gens extérieurs au capital, mais il faut avoir cette ouverture d'esprit, quoi. Tout à fait. Donc, voilà. Et vous avez, je crois, l'âge pour l'avoir, parce que c'est aussi une question de génération. Et à 39 ans, eh bien, vous avez en effet, je crois, encore de très belles années devant vous à la tête d'Orchestral Service. Et je vous souhaite en effet un jour d'avoir l'occasion de faire appel à un investisseur en capital pour écrire encore un autre chapitre à l'histoire de votre groupe familial. Merci à toutes et à tous.